À l'occasion de la sortie de la BD Error System, j'ai pu interviewer la scénariste Valérie Mangin et le dessinateur Genolab pour leur poser quelques questions. Pour commencer, pouvez-vous présenter Error System à votre manière? Alors, Error System, c'est une bande dessinée dessinée par Genolab et scénarisée par moi, Valérie Mangin. On est dans la France de bientôt et il va y avoir des élections présidentielles, quelle surprise. C'est une France hyper sécurisée où chacun est contrôlé par son implant, où on ne fait pas ce qu'on veut, on est constamment surveillé et pourtant, la criminalité existe toujours, il y a des attentats et c'est Anastasia Ovar, une jeune policière qui va devoir enquêter et découvrir la terrible vérité. Quelle influence avez-vous eu l'un envers l'autre dans la BD? Je crois que sans Genolab, je n'aurais pas fait la BD. Bon, j'avais pour le coup. Donc je l'ai scénarisé et je crois que j'en avais l'idée avant de le rencontrer. C'est vraiment son dessin qui m'a donné l'envie de passer à l'acte et de passer à l'écriture. Et il a pris une grande influence parce que c'est vrai qu'il a pris un peu le contrôle du physique des personnages. C'est lui qui leur a donné forme, qui les a vraiment incarnés. Et donc il a influencé mon écriture en fait. J'ai voulu faire une personnalité Anastasia cohérente avec le dessin qu'il a fait. Je crois que c'est réciproque en fait. On sait. Ouais. Quand je dessinais, ce qui était bien, c'est qu'à la fois j'avais une grosse base, une grosse matière très bien écrite, mais en même temps qui me permettait de pouvoir aussi m'exprimer artistiquement. C'est-à-dire que c'était pas directif, c'était à la fois dessiner et mettre en scène à ma manière, mais tout en ayant suffisamment d'indications pour bien respecter ce que voulait Valérie. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a eu beaucoup d'allers-retours aussi. C'est-à-dire que je prenais pas une décision sans lui faire valider parce que le but c'était qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Parce que moi je pars du principe qu'en tant que dessinateur, il faut savoir mettre en avant et savoir même peut-être sublimer l'écriture de la scénariste et surtout respecter. C'était un travail, un exercice qui est hyper bien et je pense que pour ça Valérie m'a hyper bien aidé, quoi. Tu as apporté plein d'idées aussi. Je crois que tu m'as beaucoup stimulé de ce côté-là. Genolab était très exigeant, en fait, il allait très loin dans la mise en scène, dans le dessin. C'est vrai que moi, en tant que scénariste, je me sentais aussi obligée de donner le meilleur de moi-même. Je l'aurais fait de toute façon, mais c'est vrai que quand on a un partenaire qui est hyper réactif, qui propose des tas de choses, qui est très exigeant, ça donne tout de suite envie de donner le meilleur de soi, quoi. Utilisez-vous beaucoup les technologies d'aujourd'hui et quelles ont été vos références pour imaginer les technologies du futur? Je dirais, hélas, oui. Je crois qu'on est hyper connectés tous les deux. Je sais pas. Si on lit la BD, on se rend compte que c'est pas forcément une bonne chose. Ce qui m'a inspiré pour la création des technologies, c'est un peu ce qui existe déjà. On voit que l'implant, c'est une idée qui est assez vieille en science-fiction et qui est en train de devenir une réalité, puisqu'on voit qu'Elon Musk est en train de tester ça sur des cochons et qu'il a très envie de le faire sur des humains après. All right. Gertrude, thanks for coming out. Et on voit que beaucoup de gens seraient prêts à accepter ça parce que c'est beaucoup plus facile. Finalement, on n'a même plus besoin de regarder son smartphone, on l'a directement dans la tête. Je crois qu'il y a toujours une bonne raison d'accepter la technologie et de s'en masquer un peu les dérives. Après, il y a plein de références. Je crois que par exemple, le fameux Kimi, c'est Mickey à l'envers. Donc c'est forcément c'est un peu la vision du capitalisme américain qui arrive dans nos vies, qui est jusque dans notre intimité. J'ai pensé aussi aux animatroniques, enfin, c'est ces espèces de peluches animées qu'on donne aux personnes âgées dans certains EHPAD. Il y a eu un scandale sur les EHPAD il n'y a pas très longtemps, on a vu qu'il y a eu beaucoup de dérives. Et à l'époque, c'était pas considéré comme une dérive. Moi, ça m'avait choqué qu'il n'y ait pas assez de personnel pour s'occuper des personnes âgées. Et donc, on leur donne ces espèces de peluches pour leur servir de compagnon. C'est vrai que c'était un peu marrant de donner cette peluche à une jeune femme finalement très dynamique, très à l'opposé de ces personnes âgées, mais qui est finalement assez seule malgré tout dans sa vie, dans ce monde déshumanisé, avoir besoin d'un compagnon comme un peu du même genre. En fait, toutes les technologies, voilà, ça part d'une réalité un peu déformée, un peu poussée jusqu'à ces extrêmes, en fait, pour voir jusqu'où ça peut nous mener. Cette idée de surveillance de masse, on voit en Chine aussi de nos jours que ça n'existait pas au moment où j'avais écrit le scénario, mais maintenant en Chine on est surveillé de partout, il y a des caméras partout. Bon, il n'y a pas encore d'implant, mais il y a un crédit social, donc dès qu'on dévie d'une manière ou d'une autre, on en subit les conséquences directement. Et j'avais une amie qui habitait Pékin qui me racontait que quand on traversait hors des clous, qui est pourtant la faute sociale, on va dire la plus faible, la plus petite, on a son portrait qui est affiché sur des écrans géants au Carrefour, et donc on est immédiatement humilié et tout le monde sait qu'on a fauté, et voilà. Et c'est un peu ces dérives-là que j'avais en tête quand j'ai écrit Error System. En fait, je pars toujours de la réalité, c'est vraiment ça qui me fait le plus flipper et qui m'inspire le plus. De mon côté, partant de tout ce que vient d'expliquer Valérie, qui était, comme tu vois, hyper bien bossé à la base, ça a été assez facile pour moi de trouver des solutions pour le représenter graphiquement. Il y avait qu'à piocher des fois dans le réel, parce que quand Valérie parle de crédit social qu'il y a en Chine, ou quand on voit la manière dont ça influe et ça impacte les comportements, ça m'a pas mal aidé pour retrouver les attitudes des personnages, et y compris des personnages secondaires qu'on voit en arrière-plan.
D'ailleurs, ça, c'était aussi tout le challenge, mais qui était hyper stimulant de l'album, c'était de faire comprendre aux lecteurs, aux lectrices, une technologie qu'on ne voit pas. Parce que les implants, c'est une vision qui est subjective. D'ailleurs, il y a plusieurs plans dans la BD où on voit à travers les yeux des personnages, et on voit tout un système de réalité augmentée qui apparaît devant leur champ de vision. Et quand on sort de leur point de vue et qu'on les voit de l'extérieur, on les voit souvent pianoter dans le vide avec leurs doigts. Et au début, on ne sait pas trop. On ne voulait pas justement expliquer ça, mais on voulait laisser le temps aux gens de s'immerger, on va dire, dans l'univers, de s'habituer au comportement pour comprendre. Et au fur et à mesure, ça paraissait évident. Donc, on va dire, je me suis pas mal inspiré au final des comportements qu'on a avec nos smartphones. Parce qu'au final, ce qu'on fait là dans le vide, c'est la même chose qu'avec notre téléphone. Et je pense que ce parallèle-là, il a été facile, je pense, pour les gens. Enfin, ça a été facile pour nous d'utiliser ce parallèle-là pour permettre aux gens de tout de suite faire le lien. Votre récit parle de politique. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer ? Plus qu'un message, j'aimerais que la BD fasse réfléchir en fait les lecteurs. Moi, je l'ai écrite juste après l'élection d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, enfin, peu de temps après. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'était un peu le en même temps. Je suis à la fois de gauche et de droite, et ça dépassait les partis traditionnels qui étaient en train de s'effondrer. On voit que ça continue actuellement. C'est vrai que c'est une situation assez inédite qui m'avait donné aussi envie de réagir. Et je m'étais dit jusqu'où on pourrait aller dans cette idée-là finalement d'être au centre de tout et d'un peu de représenter tout et tout le monde. Et j'ai inventé cette présidente Constant qui, elle, est le parti centriste progressiste, qui est un parti d'extrême centre, c'est-à-dire qu'elle se situe, elle est ni de gauche ni de droite. Pour parler des implants, elle est contre les libéraux qui sont pour la suppression des implants, elle est contre le parti de la transparence ultime qui est pour que tout le monde sache tout le temps ce que tout le monde fait. Donc elle se situe vraiment au centre de tout. Mais en même temps, c'est un parti extrémiste parce qu'elle est tellement sûre d'elle-même et sûre de son bon droit qu'elle a raison et qu'elle représente l'équilibre, le bien, qu'elle défend l'humanité, etc., qu'elle est prête à tout pour ça et qu'elle est prête à faire des actes qu'on attribuerait plutôt à des partis extrémistes, de souvent l'extrême droite d'ailleurs. Et c'est un peu contre ça que je voulais mettre en garde. Je veux dire, même si on se situe au centre, si on croit être équilibré, attention, ça peut quand même mener à des comportements extrêmes. Il faut être très méfiant vis-à-vis de ça. Je rejoins en fait cette volonté d'autrice et d'artiste de parler de ça. C'est d'ailleurs aussi ce qui m'a plu dans le projet. Et une chose aussi dans l'album, moi, qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup marqué, c'est peut-être une dimension philosophique que je vois dans le traitement du thème, c'est par rapport à l'empathie. C'est que l'empathie, au final, qui est aussi très caractérisée chez Anastasia, le message, on va dire, que de l'album par rapport à tous les événements du récit, c'est aussi de questionner sur notre rapport qu'on a à l'empathie dans une société qui est de plus en plus connectés. On n'a jamais été aussi connectés aux gens factuellement grâce au réseau, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de rapports conflictuels. Les réseaux sociaux polarisent de plus en plus parce qu'on a accès à des bribes d'informations et qu'au final, on va toujours dans des sphères qui pensent comme nous, ce qui fait qu'on a tendance aussi à se polariser de plus en plus. Et ça, j'ai l'impression que ça tue ou ça aseptise un peu notre empathie. Et ce que j'aime bien dans cet album, c'est qu'Anastasia, elle rappelle encore une fois tout au long de l'histoire que l'empathie, c'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui considèrent encore ça comme une faiblesse parce que ce serait de la sphère sensible, donc quelque chose de fragile, de faible, alors qu'au contraire, je crois que c'est une des clés, si ce n'est peut-être la plus importante, pour à la fois continuer à être connecté aux gens et surtout se mettre à la place des autres et de comprendre le monde à travers les yeux des autres. Et surtout, ça permet de développer ce que j'appelle une intelligence émotionnelle. Ça permet de comprendre aussi le monde, d'avoir un peu plus de recul aussi sur ce qui se passe et d'apaiser tout ça. Et ça, je trouve que c'est aussi un message que je lis, que je vois dans l'album et qui est caractérisé par Anastasia. Et ça, peut-être s'il y a un message politique ou plutôt philosophique, moi c'est celui-là que j'aime bien voir. Les dessins sont très détaillés et très proches du réel. Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière ce choix ? La première raison, c'est que c'est mon style de base. Je suis plutôt assez réaliste. Alors, j'ai des influences graphiques et artistiques japonaises. À la base, c'est vrai que je suis plongé dans la bande dessinée avec le manga, puis l'animation japonaise, puis forcément les jeux vidéo, tout ce qui est concept art. Donc déjà, il y a cette immersion qui est propre aux jeux vidéo, qui est propre à ce que j'aime dans les mangas ou dans l'animation japonaise. Ça a beaucoup influencé mon style.
Et j'ai toujours eu à cœur de créer des univers qui soient vraiment tangibles, qu'on ait l'impression que ce ne soit pas simplement des décors qui sont là pour soutenir un personnage, mais que ce soit vraiment une scène de vie, que le monde paraisse crédible. Dans mon style, ça passe par un certain réalisme, mais plus qu'être réaliste, c'était vraiment sentir que le décor est vivant, qu'on puisse enlever le personnage principal d'une case et de voir que derrière, il y a de la vie. Et pour ça, peut-être que je m'inspire pas mal des jeux vidéo, parce que souvent, quand on est dans des jeux vidéo et qu'on se balade comme ça dans l'univers, on voit qu'il y a de la vie, il y a de la narration environnementale et ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir dans mon travail. Et puis pour une autre raison aussi, c'est que l'histoire se passant à Paris, donc dans des décors qui existent, c'est de la dystopie, on devait quand même avoir une certaine proximité avec ce futur. Donc il y a aussi eu un gros travail de documentation, notamment les scènes de Gare du Nord, ce sont des plans qui existent. Je sais qu'il y a aussi une scène, l'hôpital Bichat à Paris, qui est un hôpital qui existe, donc, dont j'ai repris le design. Tout ce qui est décor et bâtiments un peu haussmanniens dans certaines rues de Paris. Donc voilà, il y avait aussi ce besoin de faire croire vraiment aux gens que ça existe. J'ai demandé aussi à Genolab de collaborer avec moi sur ce projet parce qu'il avait un dessin réaliste. Et je pensais que c'était important que les lecteurs se projettent dans cette réalité-là. Ça devait leur rappeler leur propre réalité, leur propre quotidien. Même si on voit qu'il y a des voitures automatiques, des drones, on sent qu'il y a une évolution, qu'on est un peu dans le futur, mais pas trop quand même. C'est encore le Paris qu'on connaît. C'est encore notre vie quotidienne à nous. Donc ça pourrait nous arriver. Voilà. Et donc c'est important de réfléchir et de se poser les questions pour que justement ça n'arrive pas, quoi. Que ce monde si proche du nôtre ne devienne pas le nôtre totalement, quoi. Le dessin de la peluche est assez atypique. Comment l'avez-vous choisi ? Je sais plus, mais je crois que... On voulait une peluche super mignonne tous les deux. Alors à la base, je crois que tu m'avais donné des indications d'avoir une peluche plutôt à taille qui tient dans les mains. Enfin, on n'était pas sur la grosse peluche non plus, ni sur le tout petit truc qui tient dans la poche. On était vraiment sur la peluche un peu classique. Et il y avait ce côté très mignon. Et il faut lui faire un câlin, mais que ce soit transportable en même temps. Voilà, ouais. Et qu'il ait un petit cœur sur le nez. J'aime beaucoup les petits cœurs sur le nez. Peut-être il y a une source d'inspiration, une des premières sources d'inspiration qui m'est venue, c'est une peluche dans la série Paranoia Agent de Satoshi Kon, où on a une peluche justement qui en plus est vivante. Alors après, il y a une dimension aussi très fantastique dans cette série, et on a une peluche comme ça qui parle au personnage principal, qui est vivante, qui est de la même taille. Donc ça, c'était peut-être ma première source d'inspiration. Après, pour créer son design, je me suis dit, quelque chose de mignon. Déjà, pour moi, ça doit avoir une couleur assez chaleureuse. Alors, on est parti sur des tons assez chauds, une espèce de jaune-orange comme ça, qui aussi contraste avec la couleur du design d'Anastasia, parce qu'il y a des scènes où on les voit toujours à deux, donc c'est bien de pouvoir les identifier. Et je me suis dit, une espèce entre le chat, entre le raton laveur et le petit nounours, espèce d'avoir un petit mélange de tout ça. Puis après, c'était aussi un jeu de ping-pong entre Valérie et moi, de lui montrer. Puis au début, j'étais parti sur quelque chose d'un peu plus complexe. Elle a simplifié un peu le design, puis on est arrivé très vite à ce design-là, quoi. Dans ma critique, je dis que le récit va presque trop vite. Y a-t-il des passages que vous avez volontairement raccourcis entre la première et la dernière version du scénario ? Non, je crois que j'ai eu le scénario. J'ai pas eu d'emblée, c'était une longue écriture, mais je crois que j'ai pas supprimé ni rajouté de scène après coup. C'est vrai que ça va vite, mais on voulait tout raconter en une fois. On voulait que le lecteur ait la fin, qu'il n'ait pas à attendre un tome 2 pour connaître le dénouement. Je voulais rester aussi à moins de 100 pages. Je voulais que ce soit une lecture accessible, en fait. Je sais que parfois on lit quand on est fatigué, qu'on lit quand on est aux toilettes, qu'on n'a que 5 minutes, voilà. Donc je me suis dit que 100 pages, c'était le bon format pour avoir une histoire assez complexe, mais en même temps ne pas que ce soit pas trop long en même temps à lire. Et c'est vrai que ça galope, mais en même temps, on est dans un univers qu'on connaît bien, un univers quotidien. Je pense qu'il est assez accessible, qu'on le comprend tout de suite. Et après, il y a beaucoup d'allusions à des changements technologiques ou des changements politiques. Mais j'avais la volonté d'être claire là-dessus. Alors je sais pas si c'est réussi, mais quand je parle du revenu universel, j'ai qu'à dire le mot. Je crois que tout le monde voit ce qu'il y a derrière. Quand on parle de voiture automatique, c'est pareil, ou même d'implant, je crois que tout le monde voit assez vite de quoi on parle. Et j'ai pas eu le sentiment ou l'envie de passer plus de temps là-dessus. Pour moi, c'était assez clair. Et finalement, ce qui m'importait, sur quoi je voulais passer du temps, c'était vraiment sur Anastasia, son histoire, sur finalement le bug du système. Je vais pas spoiler ce que c'est, mais c'était vraiment ça qui m'intéressait. Le reste, c'était vraiment, c'est pour montrer, un peu décrire cet univers-là. Mais en même temps, moi, ça m'a paru très clair. En fait, je me suis pas sentie, j'aurais l'impression d'être lourde en fait si j'avais passé plus de temps dessus, quoi. Et j'ai eu aussi pas mal de retours de personnes de lecture qui me disaient qu'au contraire, trouvaient que ça prenait à la fois le temps d'exposer les concepts un peu complexes, notamment la crypte, les implants, ou en tout cas la manière dont fonctionnent les implants, la manière dont fonctionne le système,
et en même temps les scènes d'action qui fluidifient vraiment le rythme. C'est justement pas trop, c'est pas le genre de BD qu'on va vite lire en 10 minutes. Et au contraire, c'est pas la bande dessinée qui va nous tomber des mains parce que il y a trop d'expositions et trop d'explications. En tout cas, moi, je trouve que j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'entends, qu'à ce niveau-là, alors on en voudrait toujours plus parce que c'est vrai que l'univers, moi je trouve qu'il est tellement riche, même moi, en tant que dessinateur, je me dis mais il y a tellement de choses à faire encore derrière. Il y a des non-dits, il y a des explorations du lore sur lequel on peut aller. Mais c'est vrai que, comme dit Valérie, je la rejoins, on se concentre aussi sur l'histoire d'Anastasia qui parcourt ce thème, qui parcourt ces événements. Après, quel aurait été l'album si on avait choisi d'explorer, on va dire, des intrigues secondaires? Peut-être que ça aurait déséquilibré tout ça. Mais enfin, voilà. En tout cas, Il faut toujours faire des choix, donc voilà. Et concernant le design d'Anastasia, a-t-il beaucoup évolué depuis son premier croquis? Je pense pas, non. Ouais, non. La première fois, on l'a vite chopé. On a peut-être juste changé sa coupe de cheveux. Mais sinon, dès le début, la première intention, c'était la bonne, en fait. Oui. Contrairement à Kimi, Anastasia, elle est venue tout de suite. Ouais. Valérie m'avait bien expliqué le concept du personnage. J'ai spontanément eu cette vision-là en tête. Je l'ai envoyé à Valérie, elle me dit « Ah ouais, je ne l'ai pas vu comme ça, mais très bien, allons-y. » Je l'ai un petit peu modernisé avec une coupe de cheveux plus punk, plus stylisée. Et puis, après, c'est parti tout seul. Donc pour ça, c'était bien. Ouais. La Russie a envahi l'Ukraine récemment. Auriez-vous changé quelque chose dans votre récit si vous aviez su que ça allait arriver? Je crois que j'aurais ajouté le fait qu'une crise liée à une guerre aurait pu amplifier le phénomène de surveillance générale et de volonté de contrôle du gouvernement, oui, je pense. Et la dernière question, quels sont vos projets pour la suite? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Moi, je vais continuer mes séries historiques, Alix et Alix Sénator, c'est du peplum romain pour les amateurs. Et sinon, j'ai une série de SF qui s'appelle Inhumain chez Air Libre Dupuis, dont le tome 2 devrait paraître l'an prochain, si tout va bien. De mon côté, je suis sur l'écriture d'une histoire qui mêle un peu la dark fantasy, l'horreur, la science-fiction, qui sera peut-être aussi une série. Voilà, je suis vraiment à l'étape du tout début, donc on va voir. Et voilà pour cette interview. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci évidemment à Genolab et Valérie Mangin d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Merci à Castorman de m'avoir invité à faire cette interview. Et pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une autre vidéo.